Il y a une question que personne ne pose vraiment à voix haute. On la pense parfois, dans ces moments entre deux pensées, quand le bruit s'arrête une seconde et qu'on reste seul avec soi-même. Mais on ne la pose pas, parce qu'elle est trop directe, trop inconfortable, trop proche. La question, c'est celle-ci. Pourquoi agir bien quand personne ne le verra jamais ? Pourquoi rendre la monnaie qu'on t'a rendue en trop ? Pourquoi tenir une promesse que l'autre a déjà oubliée ? Pourquoi dire la vérité quand le mensonge passerait inaperçu, serait plus doux, coûterait moins cher ? Si personne ne sait, si personne ne juge, si les conséquences sont strictement identiques dans les deux cas, alors pourquoi ? La plupart des gens répondent quelque chose de flou, un sentiment, une habitude, une éducation reçue, une peur vague d'un karma imaginaire. Kant, lui, a répondu autrement, avec une précision qui dérange encore aujourd'hui, avec une rigueur que personne depuis 250 ans n'a vraiment réussi à démolir. Et sa réponse, si tu l'entends vraiment, si tu la laisses travailler en toi jusqu'au bout, va changer quelque chose dans la façon dont tu te regardes. Immanuel Kant est né en 1724 à Königsberg, en Prusse orientale, une ville aujourd'hui russe, alors capitale d'un empire en pleine expansion intellectuelle. Il n'a presque jamais quitté cette ville. On dit qu'il était si ponctuel que les habitants réglaient leur montre à son passage quotidien. Ce détail n'est pas anodin. Kant était un homme de l'ordre, mais pas l'ordre des conventions, l'ordre de la raison. Il croyait, avec une conviction absolue, que la raison humaine était capable de découvrir par elle-même les vérités les plus fondamentales, sans avoir besoin de l'autorité de l'Église, de la tradition ou du pouvoir politique. En 1781, il publie La critique de la raison pure, un livre que presque personne ne comprend à sa première lecture et qui révolutionne la philosophie occidentale. 5 ans plus tard, La critique de la raison pratique. C'est là que la philosophie morale kantienne prend toute sa dimension. C'est de ce texte que nous allons parler aujourd'hui. Mais avant d'entrer dans les concepts, une mise en garde. Ce que Kant va te demander d'accepter est difficile. Pas intellectuellement, une fois que tu as les clés, c'est d'une logique implacable. Difficile existentiellement. Parce que si Kant a raison, alors certaines des excuses que tu utilises pour toi-même, certaines des façons dont tu justifies tes choix, s'effondrent entièrement. Reste là. Commençons par quelque chose de concret. Tu as déjà aidé quelqu'un, c'est certain. Tu as rendu service, offert ton temps, dit quelque chose d'utile à quelqu'un qui en avait besoin. Et après, tu t'es senti bien, peut-être même fier. Kant t'aurait demandé une seule chose. Pourquoi as-tu aidé ? Si la réponse est « parce que ça me faisait plaisir, parce que j'aimais cette personne, parce que j'espérais quelque chose en retour, parce que j'avais mauvaise conscience de ne pas le faire », alors pour Kant, cette action, aussi utile et belle soit-elle dans ses effets, n'a aucune valeur morale. Aucune. Ce n'est pas de la cruauté, c'est une exigence philosophique précise, et elle mérite qu'on s'y arrête. Pour Kant, la valeur morale d'un acte ne réside pas dans ses conséquences, elle ne réside pas dans les sentiments qu'il produit, elle réside uniquement dans l'intention qui le porte, et plus précisément dans la qualité de cette intention. Est-ce que tu agis parce que c'est juste, parce que la raison te l'impose, parce que tu reconnais dans cette situation une loi morale à laquelle tu te soumets librement, non par peur, non par calcul, non par habitude, mais par respect pur pour le principe lui-même ? Si oui, alors l'acte a une valeur morale absolue. Sinon, quelle que soit la beauté de ses effets, il n'en a pas. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire agir par devoir ? Et si le devoir lui-même est une construction culturelle ? Si ce que ma raison me dit être juste n'est que le reflet de mon éducation, de ma société, de mes biais ? Kant a une réponse à ça, et elle est plus radicale qu'on l'imagine. Kant fait une distinction que l'histoire de la philosophie n'avait jamais posée aussi clairement. Il distingue deux types de lois. Les lois empiriques, celles qui décrivent ce qui est. Le soleil se lève à l'est, les corps tombent, les humains cherchent le plaisir et fuient la douleur. Ce sont des lois descriptives. Elles disent ce qui se passe. Et puis, il y a les lois morales, celles qui prescrivent ce qui doit être. Indépendamment de ce qui est, indépendamment de ce que tu ressens, indépendamment de ce que la majorité fait ou pense. Des lois qui valent absolument. La question est, d'où viennent ces lois morales ? D'une révélation divine ? D'un consensus social ? D'une évolution biologique ? Kant répond
de la raison pure, de la capacité de tout être rationnel à se donner à lui-même des principes universels. Et c'est ici que tout bascule. Parce que la raison, pour Kant, n'est pas une faculté individuelle. Elle n'est pas mon opinion ou la tienne. Elle est une structure universelle que tous les êtres pensants partagent. Quand tu raisonnes correctement, vraiment correctement, sans biais ni intérêt particulier, tu accèdes aux mêmes vérités morales qu'un autre être rationnel de l'autre côté du monde, d'une autre époque. La morale n'est pas relative, elle n'est pas culturelle, elle est rationnelle, et la raison est universelle. C'est l'affirmation la plus ambitieuse de toute la philosophie morale occidentale, et Kant va passer des centaines de pages à la justifier. La formulation centrale de sa philosophie morale s'appelle l'impératif catégorique, et il en donne plusieurs formulations. La première est la plus connue. Agis seulement d'après la maxime grâce à laquelle tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. Décortiquons ça. Une maxime, c'est le principe sur lequel tu bases ton action. Je mens quand ça m'arrange. Je vole si j'en ai besoin. Je trahis une promesse si les circonstances changent. Ce sont des maximes, des règles d'action que tu te donnes. L'impératif catégorique dit « Avant d'agir selon une maxime, demande-toi si tu pourrais vouloir que tout le monde agisse selon cette même maxime. Si oui, la maxime est morale. Sinon, elle ne l'est pas. » Prenons le mensonge. Je mens quand ça m'arrange. Et si tout le monde le faisait? Si chaque être humain mentait systématiquement quand c'était dans son intérêt, la notion même de vérité disparaîtrait, les mots perdraient tout sens, la communication serait impossible, et le mensonge lui-même cesserait de fonctionner, puisqu'il n'y aurait plus rien de vrai à masquer. Contradiction logique. La maxime s'autodétruit. Elle est donc immorale. La promesse trahie, le vol justifié par le besoin, la manipulation pour le bien de l'autre. Chaque fois la même logique, chaque fois la même question, et chaque fois la raison qui tranche, non pas parce qu'elle te dit ce qui est agréable ou profitable, mais parce qu'elle te dit ce qui est cohérent. Ce test est brutal dans sa simplicité. Tu n'as pas besoin de calculer les conséquences, tu n'as pas besoin de consulter un livre de règles. Tu as besoin d'une seule chose, ta raison, exercée honnêtement. Et c'est là que quelque chose se met à déranger. Parce que si on applique vraiment ce test, pas de façon abstraite, pas dans un exercice de philosophie, mais à nos vraies décisions du quotidien, on découvre quelque chose d'inconfortable. La plupart de nos compromis moraux ne tiennent pas. Je mens un peu sur mon CV parce que tout le monde le fait. Est-ce que tu pourrais vouloir que tout le monde mente sur son CV? Alors les CV ne serviraient plus à rien. Contradiction. Je ne respecte pas vraiment cette règle parce qu'elle est stupide. Est-ce que tu pourrais vouloir que chacun ignore les règles qu'il juge stupides selon ses propres critères? Alors il n'y a plus de règles du tout. Contradiction. Je traite cet inconnu différemment de mes proches parce que c'est humain. Est-ce que tu pourrais vouloir que tout le monde traite les autres selon leur proximité affective? Et donc que des inconnus te traitent, toi, avec indifférence? Tu dirais non. Le test Kantien est un miroir, et les miroirs ne mentent pas. Ce n'est pas pour te culpabiliser, c'est pour te montrer quelque chose de précis, la distance entre ce que tu prétends valoriser et ce que tu fais vraiment. Cette distance, Kant ne la condamne pas, il la nomme. Et il propose de la combler, non pas par la honte, mais par la raison. L'impératif catégorique a une deuxième formulation, et elle est peut-être plus difficile à vivre que la première. Agis de telle sorte que tu traites l'humanité, aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin, et jamais simplement comme un moyen. Jamais simplement comme un moyen. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que chaque être humain, pas seulement tes proches, pas seulement ceux qui te ressemblent, pas seulement ceux qui peuvent être utiles, possède une dignité intrinsèque, absolue, qui ne dépend ni de son utilité, ni de ta relation avec lui. Tu ne peux pas manipuler quelqu'un pour obtenir ce que tu veux, même si c'est pour son bien. Tu ne peux pas mentir à quelqu'un pour le protéger, même si c'est bienveillant. Tu ne peux pas utiliser la détresse d'un autre pour te sentir généreux. Dans chacun de ces cas, tu réduis un être humain à un instrument dans ton scénario. Et c'est, pour Kant, une violation fondamentale de ce qu'est l'humanité. Cette formulation a des implications vertigineuses. Elle condamne l'esclavage, bien avant que les sociétés occidentales l'abolissent. Elle condamne la propagande, l'utilisation des émotions d'une population pour la manipuler. Elle condamne une certaine façon de faire du marketing, de faire de la politique, de faire des relations amoureuses. Elle te demande de regarder tes relations les plus intimes et de te poser une question difficile. Est-ce que tu vois vraiment l'autre comme une fin en lui-même ou comme un personnage dans ta propre histoire?
Et si la vraie question n'était pas de savoir comment agir, mais de comprendre pourquoi tu n'agis pas toujours comme tu sais que tu devrais? Kant a une réponse à ça aussi. Elle s'appelle la mauvaise foi morale, et elle ressemble beaucoup à ce que tu fais peut-être en ce moment même. Dans la deuxième partie, on va aller là où Kant devient vraiment difficile à entendre, là où la liberté n'est plus une promesse, mais une condamnation, là où l'autonomie ne libère pas, elle oblige. Dans la première partie, on a vu ce que Kant exige. La raison comme seul fondement moral, l'impératif catégorique comme boussole universelle, la dignité de chaque être humain comme ligne rouge infranchissable. Tout ça est beau, ambitieux, intellectuellement cohérent. Mais il reste une question que tu t'es peut-être posée en écoutant. Une question silencieuse, un peu gênante. Et si je ne voulais pas être moral? Et si je savais exactement ce que la raison me demande de faire et que je choisissais quand même de ne pas le faire? Kant a une réponse à ça. Et elle est à mon sens la plus dérangeante de toute sa philosophie. Il dit, tu n'es pas une victime de tes penchants. Tu n'es pas prisonnier de tes habitudes. Tu n'es pas le produit inévitable de ton éducation ou de ta biologie. Tu es un être rationnel. Et être un être rationnel signifie une seule chose. Tu es libre. Entièrement. Irrémédiablement. Libre. Et la liberté chez Kant n'est pas un cadeau. C'est une condamnation. Il y a quelque chose que Kant observe dans la façon dont les humains se parlent d'eux-mêmes. Quelque chose de systématique. Quelque chose qu'on fait presque tous, presque tout le temps. On se décrit comme des choses. Je suis comme ça. C'est ma nature. Je n'y peux rien, c'est plus fort que moi. Dans ma famille, on a toujours fait ainsi. Les circonstances ne me laissaient pas le choix. Ces phrases ont une structure commune. Elles transforment un être libre, toi, en un objet déterminé par des forces extérieures. Elles font comme si tu étais une table, une chose dont la nature est fixée une fois pour toutes et qui ne peut être que ce qu'elle est. Mais tu n'es pas une table. Tu es un être pour soi, dans le vocabulaire kantien, un être rationnel doté d'une volonté, un être capable de se distancer de ses inclinations, de résister à ses penchants, de choisir autrement que ce que ses désirs immédiats lui dictent. Et cette capacité, cette distance intérieure, est précisément ce qui te rend moralement responsable. Kant appelle ça l'autonomie de la volonté, la capacité de se donner à soi-même sa propre loi morale. Et il la distingue de l'hétéronomie, la soumission à des lois extérieures, qu'elles viennent des désirs, de la société, de la peur ou de l'habitude. L'autonomie, c'est être libre au sens le plus radical du terme. L'hétéronomie, c'est ne jamais vraiment choisir. La question est donc, est-ce que tu vis en autonomie ou en hétéronomie? Est-ce que tu te gouvernes ou est-ce que tu te laisses gouverner? Voici la conséquence logique de tout ce qu'on vient de dire, et elle est difficile à avaler. Si tu es libre, si ta raison est capable de distinguer le bien du mal, si tu peux résister à tes inclinations et agir selon des principes moraux, alors tu es entièrement responsable de ce que tu es. Pas partiellement, entièrement. Pas de clause d'atténuation pour ta biologie, pas d'excuse pour ton éducation, pas de réduction de peine pour ta culture d'origine ou les traumatismes de ton passé. Ces choses existent, Kant ne les nie pas, mais elles n'abolissent pas ta liberté, elles les compliquent, elles les chargent, elles font peser sur elles un poids plus lourd que ce que beaucoup de gens sont prêts à porter. Et c'est précisément pourquoi la plupart des gens ne le font pas. Il est tellement plus confortable de se dire que les choses sont comme elles sont, que le monde est comme il est, que toi, tu es comme tu es, immuable, déterminé, exempt de la responsabilité de te choisir. Mais Kant dit non. Il dit que chaque fois que tu renonces à ta liberté morale, chaque fois que tu laisses l'habitude, la peur, le confort ou la pression sociale décider à ta place, tu trahis quelque chose d'essentiel. Tu trahis ta propre humanité. Parce que l'humanité, pour Kant, ce n'est pas une espèce biologique, c'est une capacité. La capacité d'être rationnel, libre et donc moral. Renoncer à cette capacité, c'est se réduire soi-même à moins que l'on est. Kant est mort en 1804. Il n'a jamais vu Internet. Il n'a jamais eu de smartphone. Il n'a jamais ouvert un réseau social, subi une publicité ciblée, vécu dans une époque où l'attention humaine est devenue une matière première à extraire et à monétiser. Et pourtant,
L'impératif catégorique est peut-être l'outil philosophique le plus pertinent pour penser le monde numérique contemporain. Pense aux fausses informations. Je partage ce contenu sans vraiment vérifier s'il est vrai parce que ça correspond à ce que je pense déjà. Est-ce que tu pourrais vouloir que tout le monde fasse ça? Alors, l'information disparaît. Plus personne ne sait quoi croire. La démocratie s'effondre sous le poids de la désinformation généralisée. Contradiction. La maxime est immorale. Pense aux données personnelles. Je clique sur « Accepter tout » sans lire, parce que tout le monde le fait. Est-ce que tu pourrais vouloir que tout le monde confie aveuglément toutes ces données à des entreprises dont les intérêts sont opposés aux tiens? Non, mais tu le fais quand même. Pense à la façon dont les plateformes numériques sont construites. Algorithmes conçus pour maximiser l'engagement en exploitant les biais cognitifs. Publicité ciblée qui utilise tes peurs, tes insécurités, tes désirs les plus intimes pour te vendre quelque chose. L'architecture entière de l'économie de l'attention viole la deuxième formulation de l'impératif catégorique. Elle traite les utilisateurs, toi, non pas comme des fins, mais comme des moyens, des ressources à extraire. Kant nous donnerait les mots pour nommer ce qui se passe. Et il nous donnerait quelque chose de plus précieux encore, la posture morale pour y répondre autrement que par la résignation. Il y a une dernière chose que Kant dit, pas dans ses livres, mais entre les lignes de toute sa philosophie. Être moral demande du courage. Pas le courage spectaculaire des héros, pas le courage que les autres voient et admirent. Le courage ordinaire, invisible, quotidien. Le courage de dire la vérité dans une conversation où le mensonge serait plus doux pour tout le monde. Le courage de tenir une promesse dont l'autre ne se souvient plus et qui ne t'engage qu'envers toi-même. Le courage de traiter avec la même dignité un inconnu au bout du monde et quelqu'un que tu aimes depuis l'enfance. Le courage d'agir selon tes principes quand tout le monde autour de toi fait autrement, quand le cynisme est la posture dominante, quand la sophistication consiste à ne croire en rien et à se moquer de ceux qui croient encore à quelque chose. Kant appelle ce courage la vertu. Et il ne dit pas que c'est facile. Il dit que c'est possible, que tout être humain, en tant qu'être rationnel, en est capable. Ce n'est pas un idéalisme naïf, c'est une affirmation philosophique, et elle a des conséquences pratiques. Parce que si tu es capable d'agir moralement, vraiment capable, pas juste en théorie, alors chaque fois que tu ne le fais pas, c'est un choix, ton choix, et tu le sais. Tu n'es pas prisonnier de ce que tu es l'auteur de ce que tu es. Et tout ce que tu n'aimes pas dans ta vie, dans tes choix, dans tes relations, dans ta façon d'être dans le monde, tu peux le changer. Non pas parce que c'est facile, parce que tu es libre. C'est ça la vérité kantienne dans sa version la plus nue. Elle ne te console pas, elle ne te dit pas que tout va bien se passer, elle ne te promet pas de récompense pour tes efforts. Elle te dit quelque chose de bien plus puissant. Tu es responsable. Et la responsabilité, la vraie, l'entière, l'inconfortable, est la condition de toute vie digne. Sans responsabilité, il n'y a pas de mérite. Sans mérite, il n'y a pas d'estime de soi. Sans estime de soi, il n'y a pas de vie morale possible. Seulement une existence subie et commentée depuis l'extérieur. Sartre disait que l'homme est condamné à être libre. Kant, 2 siècles avant lui, posait la même idée dans un langage différent. La liberté n'est pas un luxe. Ce n'est pas un idéal lointain réservé à ceux qui ont tout résolu. C'est la structure même de ton existence en tant qu'être rationnel. Tu es libre maintenant, dans cette pièce, face à cette question, face à toi-même. Et Kant ajoute quelque chose que Sartre n'a pas dit de la même façon. Cette liberté n'est pas vide. Elle n'est pas le vertige nihiliste d'un monde sans sens. Elle est orientée. Elle a une direction. La direction que la raison te donne. Non pas comme une contrainte extérieure, mais comme une loi que tu te donnes à toi-même. Le royaume des fins, Kant l'appelle. Un monde imaginé où chaque être rationnel traite chaque autre être rationnel comme une fin en soi. Un monde qui n'existe pas encore, mais qui est la cible vers laquelle chaque acte moral pointe. Tu ne peux pas construire ce monde seul, mais tu peux, à chaque décision, t'en rapprocher ou t'en éloigner. Et le choix est toujours le tien. Alors, au bout de tout ça, qu'est-ce que Kant t'a vraiment dit? Il t'a dit que la morale n'est pas une question de sentiment, pas une question de culture, pas une question d'éducation reçue ou de peur du jugement. C'est une question de raison. Ta raison, exercée librement.
Il t'a dit que chaque être humain mérite d'être traité comme une fin, pas comme un outil, pas comme un décor, pas comme un figurant dans ton histoire. Comme une fin, absolue, inconditionnelle. Il t'a dit que ta liberté n'est pas une option que tu actives quand ça t'arrange. Elle est la condition permanente de ton existence. Et avec elle vient une responsabilité que rien ne peut dissoudre. Il t'a dit, enfin, que tout ça est difficile, exigeant, parfois épuisant, mais qu'un être humain qui refuse cet effort ne vit pas pleinement. Il survit, il s'adapte, il réagit, mais il ne choisit pas. Et ne pas choisir, c'est la seule vraie façon de perdre sa liberté, sans que personne te l'ait prise. La philosophie de Kant n'est pas une invitation à la perfection. Il savait mieux que quiconque que l'être humain est faillible, que la chair est faible, que la raison pure est souvent vaincue par les désirs, les peurs et les habitudes. Ce qu'il demande, ce n'est pas d'être parfait, c'est d'être honnête. Honnête sur ce que tu fais, honnête sur pourquoi tu le fais, honnête sur la distance entre ce que tu prétends valoriser et ce que tu fais vraiment. Honnête sur les excuses que tu inventes pour ne pas avoir à changer ce qui devrait changer. Et dans cette honnêteté, même douloureuse, même inconfortable, il y a quelque chose de rare, une dignité, une cohérence, une façon d'habiter sa propre vie au lieu de simplement la traverser. Kant a une phrase, une seule phrase, parmi les plus belles de la philosophie occidentale. Elle est à la fin de la critique de la raison pratique. Elle dit ceci. Deux choses remplissent le cœur d'une admiration et d'une vénération toujours renouvelées. Le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi. Le ciel étoilé. L'immensité froide et magnifique du cosmos. Une grandeur qui écrase, qui relativise, qui rappelle à quel point nous sommes petits. Et la loi morale en moi. Cette chose intérieure, cette voix de la raison, ce principe qui dit « tu sais ce qui est juste, tu le sais ». Et tu peux choisir de le suivre. Ces deux vertiges, l'un venu de dehors, l'autre venu de dedans, se tiennent ensemble. Et entre eux, quelque part, se trouve ce qu'il y a peut-être de plus grand dans l'être humain. Je vais te demander quelque chose. Pas de partager cette vidéo, pas de t'abonner, pas encore. Je vais te demander quelque chose de plus difficile. Prends 30 secondes, maintenant, et pense à une situation dans ta vie où tu sais ce que tu devrais faire et que tu ne fais pas. Pas parce que tu ne peux pas, parce que tu n'as pas encore choisi de le faire. Ça peut être une conversation difficile que tu remets, une décision que tu évites, une vérité que tu tais, un choix que tu retardes depuis des semaines ou des années, sous prétexte que le moment n'est pas encore bon. Kant te dirait « le moment est maintenant ». Le moment est toujours maintenant, parce que tu es libre, et parce que la liberté ne se reporte pas à plus tard. Elle se vit dans l'instant présent ou elle ne se vit pas du tout. Ce n'est pas une injonction à tout changer d'un coup, c'est une invitation à faire une chose, une seule, avec clarté, avec cohérence, avec le respect que tu te dois, à toi-même d'abord, puis aux autres. Agis selon le principe que tu pourrais vouloir voir devenir une loi universelle. Traite l'autre, cet autre précis, dans cette situation précise, comme une fin en lui-même. Et fais-le non pas parce que tu espères quelque chose en retour, non pas parce que quelqu'un te regarde, non pas parce que tu veux te sentir bien après. Fais-le parce que c'est juste, parce que ta raison te le dit, et parce que tu es libre. C'est ça l'appel à l'action kantien. Il n'a pas de bouton, il n'a pas de lien, il a juste une exigence. Sois cohérent avec ce que tu sais. Si cette réflexion t'a donné quelque chose, une idée, une question, un inconfort qui ressemble à de la croissance, alors partage-la. Pas pour les vues, mais parce que si Kant a raison et que la raison est universelle, alors une pensée vraie mérite d'être universellement partagée. Abonne-toi si tu veux continuer à penser. Il reste des dizaines de philosophes à explorer, des dizaines de questions qui méritent d'être posées jusqu'au bout. Et reviens, parce que la philosophie ne se consomme pas en une écoute, elle se pratique, jour après jour, décision après décision. Le ciel étoilé au-dessus de toi, la loi morale en toi. Le reste t'appartient.